sommes le jeudi 17 octobre 2024 et voici votre bulletin d'information régionale couvrant Port-Neuf et ses environs. Les travaux avancent à la nouvelle caserne de Saint-Basile. Nous avons réalisé une entrevue avec le maire Guillaume Vézina. La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tiendra un référendum auprès de ses citoyens concernant un projet de développement résidentiel. Nous faisons un retour sur le projet optique qui est maintenant présent dans 6 villes de Port-Neuf avec Michel Bertrand. Et la saison de la chasse est bel et bien commencée. Samuel Gendron, réalisateur de Chasse et Pêche dans la peau, sera de passage en studio. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Des travaux d'une valeur totale de plus de 5 millions de dollars sont en cours dans l'hôtel de ville de Saint-Basile. Ces travaux, principalement financés par le programme Prasim, permettront à la municipalité de mieux servir sa population. Annoncé en mars 2024, les travaux touchent principalement le département des incendies qui avait grandement besoin d'un nouveau bâtiment. Les camions étaient à l'étroit dans le bâtiment qui n'arrivaient pas à offrir suffisamment de portes pour le nombre de véhicules de la caserne. Une restructuration du bâtiment était nécessaire, comme la salle du conseil municipal servait également de vestiaire, de salle à dîner ainsi que de salle de conférence. En ce moment, les pompiers de Saint-Basile opèrent à partir du garage municipal. J'ai discuté avec Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile. Voici cette entrevue. Alors, on est présentement avec M. Guillaume Vézina, qui est le maire de Saint-Basile. Bon, l'hôtel de ville de Saint-Basile et la caserne du service d'incendie est en rénovation. On est justement là sur les lieux. Peut-être, en commençant, M. Vézina, nous parler un peu de pourquoi on devait là, modifier la caserne d'incendie de Saint-Basile. Avec plaisir. Dans le fond, c'est une rénovation-construction. Vous le voyez que c'est vraiment un agrandissement qui s'est fait, en plus d'une rénovation. Les besoins de ça, à la base, c'est très simple, c'est un manque d'espace. Puis c'est un manque d'espace fonctionnel et sécuritaire pour nos pompiers, nos gens d'incendie, qui anciennement bénéficiaient seulement de 2 portes incendie qui étaient situées là-bas à l'autre bout. Puis je pourrais y revenir tantôt, mais c'est positionné dans le fond. La nouvelle salle du conseil, c'est l'ancienne caserne d'incendie. Fait que ça vous donne une idée là, des proportions. Là, on a 4 nouvelles portes de garage ici qui sont construits pour le service incendie, alors qu'anciennement, on avait 2 portes là-bas, là, et avec l'espace, la profondeur correspondait à peu près à la longueur de nos camions incendie. Donc, il n'y avait aucun espace fonctionnel quand les équipements étaient à l'intérieur. Donc, quand justement il y avait des interventions, la salle du conseil, je me rappelle lorsqu'on s'était parlé en mars, était utilisée comme vestiaire. La salle du conseil, ça servait de salle à dîner, ça servait de vestiaire, ça servait pour les audits comptables, ça servait pour les rencontres, les ouvertures d'appels d'offres, ça servait, comme je vous ai dit, de salle à dîner pour les employés. Ça me servait de bureau aussi parce que j'en avais pas, donc je m'en servais. Ça servait à tout, ça servait aux occasions pour le Noël du pauvre, pour certains besoins communautaires, même quand on était mal pris. Donc, juste pour vous dire, là, les camions de pompiers étaient à peu près à 2 pieds d'une porte qui donnait directement sur la salle du conseil. Donc, émanation de gaz, bruit, sirène, les pompiers qui venaient se changer, l'hiver quand il y a des interventions, les lunchs pour les gens d'incendie. Puis, à ça aussi, dans le fond, ben, on le voit un petit peu, mais la partie centrale entre la nouvelle caserne et l'ancienne caserne, ben, c'est des nouveaux bureaux qui vont servir les bureaux pour notre chef incendie, puis après ça, des bureaux supplémentaires pour nos employés municipaux
comme à l'urbanisme, l'administration, la taxation, la direction générale, l'accueil, et ainsi de suite. Et justement, là, en ce moment, il y a encore des activités là, pour votre équipe d'hôtel de ville, votre équipe municipale. Oui. Vous dites on est en mode camping en attendant. Comment ça se passe, l'adaptation? C'est rustique, notre camping. Derrière, on ne le voit pas, là, mais derrière ça, il y a l'ancienne manufacture de jeans, qui était ce qu'on appelait la manufacture Caron dans le temps, qui faisait les jeans coloniales que tout le monde doit connaître. Puis ça, c'est un bâtiment qui est tombé non fonctionnel je vous dirais, un petit peu avant les années 2000 de mémoire, qui a été récupéré par la ville pour faire des espaces communautaires. Entre autres, le local des jeunes est là, le comptoir partage est là, il y a une salle au 2e étage qui sert essentiellement à du communautaire, de la location, essentiellement aussi pour les personnes âgées, l'âge d'or, les fermières et ainsi de suite, qui prenaient ce local-là. Pendant la durée des travaux, ce qu'on a décidé de faire, c'est de déménager temporairement nos services administratifs au 2e étage de cet édifice-là. Puis, le but, c'est pas compliqué, c'était de trouver la solution la plus économique et la plus fonctionnelle. Donc, ça venait tout seul de cette solution-là. Le problème, c'est que là, on perdait des espaces temporaires pour nos organismes. Fait ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi, on se sert encore présentement du centre de nature, de la bibliothèque aussi, oui, qu'on se sert. On se débrouille avec ce qu'on a, mais c'est une solution qui adapte. Ça fonctionne, là, ça fonctionne. C'est pas l'idéal. On va être bien content de retourner dans nos locaux, là, normalement, vers le mois de décembre. Mais temporairement, on est capable de se débrouiller à faible coût avec ça. Il y a eu quand même beaucoup de nouvelles infrastructures à Saint-Basile. Bon, l'année passée, c'était le garage municipal qui a été agrandi. D'ailleurs, les pompiers de votre service incendie œuvrent de là en ce moment. Oui. Ça se passe bien au garage municipal? Oui, le garage municipal, c'est un bâtiment qui a été livré, je vous dirais, à peu près... peut-être dans le courant des fêtes, si je ne me trompe pas. J'ai peut-être une petite imprécision d'1 ou 2 mois. Puis, temporairement, on a installé notre service incendie là. C'est hyper fonctionnel, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est des locaux qui sont destinés aux services municipaux et non à l'incendie. Donc, aussitôt que c'est prêt ici, on déménage nos pénates ici. Puis, on libère l'espace pour les gens des travaux municipaux qui vont aménager l'espace, là, présentement, dans le fond, tout est à l'extérieur. Donc, on va être capable de rentrer nos équipements, d'aménager tout ça, puis d'en prendre possession tranquillement, pas vite. C'est un bâtiment là, qui fait vraiment notre affaire, qui est fonctionnel, qui a été subventionné encore là avec l'aide du gouvernement provincial à 70 % avec le PRACIM. C'est la même affaire pour le projet ici aussi, là. Donc, on a profité des occasions qui se présentaient à nous autres, puis on est bien contents. On voit la situation actuelle qui s'annonce peut-être un petit peu moins rose. Là, donc, le timing a été bon, puis on en a profité. Si on revient avec l'hôtel de ville et la caserne du service incendie, on disait là, que c'était peut-être, en fait, le bâtiment allait être livré pour le mois de mars 2025. C'est sûr que quand on va en appel d'offres, on donne une période pour faire les travaux. Dans les premiers estimés, c'était de livrer le bâtiment pour le printemps, donc peut-être mars ou avril, quelque chose comme ça. Puis là, encore là, je veux pas parler à la place de l'entrepreneur, mais de ce que je comprends, puis en regardant la cédule, on s'enligne peut-être plus vers les fêtes. Donc, c'est permis de peut-être rêver à un déménagement avant Noël. Ça se peut que ça se voit après Noël aussi. Donc, normalement, les travaux avancent très bien dans les coûts estimés, dans les horaires prévus, sauf que vous connaissez le marché actuel. Des fois, il peut y avoir des équipements ça peut être un équipement mécanique, ça peut être un cadre de porte, ça peut être une porte, ça peut être un corps de métier, des fois, qui a du retard. Ça peut changer rapidement dans ce domaine-là, vous le savez, là, je vous apprends rien. Mais à date, on se croise les doigts, ça va bien. En terminant cette entrevue, M. Vizina, vous disiez justement que l'ancienne caserne était de 2 portes, la nouvelle sera de 4 portes. Vous avez combien de véhicules au sein de vos services incendies en ce moment? On a 2 autopompes, on a le véhicule de service, là, qui est un pick-up, là, une camionnette. Puis on a ce qu'on appelle le SWAT, là, qui est un ancien camion à pain qui a été converti pour les besoins des services incendies quand il y a un incendie, surtout l'hiver, pour que les gens puissent rentrer, se réchauffer, se changer. Les équipements sont à l'intérieur de tout ça. On est en magasinage là, pour le remplacer parce que c'est un équipement qui date, si je ne me trompe pas, des années 70. Okay. Donc, il est rendu vraiment en fin de vie. Là, on a pressé le citron au maximum, comme on a dit.
Donc, c'est là qu'on est rendu. Là. Mais pour le moment, vous allez avoir justement une porte pour chacun de vos véhicules. Oui, absolument. Bien, il y a d'autres équipements. On a un trailer, on a des équipements de sauvetage et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de hausses, de tuyaux, des échelles, des pompes, des scies mécaniques. Donc, ça prend plus d'espace que juste l'espace pour les équipements roulants, puis aussi l'espace vital pour les pompiers. Là. Ça prend de l'espace pour faire sécher les bunkers, pour mettre les équipements incendiés, pour s'habiller aussi quand il y a un feu, puis pour se nettoyer à la fin du feu. Bien, M. Vézina, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici là, sur le site là, de votre future caserne et de votre hôtel de ville rénové. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier procède depuis plusieurs mois des démarches dans le secteur de la rue Montcalm. Depuis au moins 2022, des citoyens de ce secteur vivaient au travers des transports importants liés aux activités avec une sablière qui est en activité dans le secteur. Les citoyens désiraient à l'époque la fin de ces activités de sablière. Depuis, la ville de Sainte-Catherine a entamé des démarches avec les propriétaires de l'entreprise dans le but de modifier la vocation du site et d'y installer un quartier résidentiel à cet endroit. Des citoyens de Sainte-Catherine ont, la semaine dernière, déposé une demande de référendum afin de déterminer si le projet pouvait aller de l'avant. Voici Pierre Dolbec qui résume la situation. En résumé, ce projet vise à effectuer la concordance entre le schéma d'aménagement de la MRC et d'autoriser l'usage résidentiel dans une nouvelle zone 120H créée et à partir des zones existantes 25F et 27I. En B, une assemblée de consultation a été tenue le 9 septembre 2024. 4 personnes étaient présentes et une question a été posée. En C, une demande de référendum a été déposée à la Ville la semaine dernière. En D, à la suite de discussions avec certains citoyens concernés, nous comprenons que la population du secteur n'a pas toute l'information nécessaire pour juger du bien fondé de la démarche. Nous avons donc convenu de tenir une assemblée spéciale d'information au cours des prochaines semaines. Une autre invitation sera transmise par la poste à tous les propriétaires concernés. La rencontre visera 3 objectifs. 1. De transférer toute l'information concernant les démarches réglementaires et l'objectif visité par ce règlement. En 2. Répondre aux questions. Et en 3. Présenter la démarche envisagée à la suite du processus. Plusieurs citoyens ont questionné le conseil municipal lundi soir sur le but de la soirée d'information. L'un d'entre eux voulait notamment savoir si la demande de référendum était prise au sérieux. Mais est-ce que le conseil municipal s'engage à respecter cette volonté citoyenne et à tenir le référendum, peu importe le contenu de la séance d'information? Oui. C'est sûr que la séance d'information va vous donner beaucoup d'informations qui vont vous permettre de réellement comprendre où on s'est rendu là. Il faut comprendre que le processus a commencé il y a un certain temps, avant même les dates que je vous ai données. C'est quand on a eu beaucoup de plaintes de la part de la circulation des camions sur Montcalm. Il n'y a pas 56 000 solutions. On ne peut pas fermer la sablière en un temps. Envisager d'acheter ça, c'est impossible. On a eu un article de la presse pour une sablière similaire dans la région de Montréal. C'est 50 millions de profits sur à peu près 15 ans. Imaginez-vous le prix qu'il aurait demandé pour ça, c'était infaisable. On a commencé à jaser avec les gens de la sablière très sérieusement. C'était un gros processus, je vous le dis, ça n'a pas été un cadeau parce qu'au début, c'était non, on ne veut rien savoir. En un deuxième temps, on va commencer à y penser. En un troisième temps, c'est là qu'on est arrivé à la fameuse affaire d'une possibilité d'avoir un développement résidentiel sur leur sablière, que c'est eux qui vont faire. Il faut comprendre que ces gens-là, au moment qu'on se parle, s'ils continuent à opérer, on parle quand même de pas mal d'argent au niveau profit. Puis je peux vous dire une chose, je connais les chiffres. Si on est capable de s'entendre avec eux, ils vont cracher sur un bon montant d'argent. Fait que déjà là, pour nous autres, comme protecteurs de vos intérêts puis tout ce qui entoure les citoyens, bien, on trouvait ça quand même assez important et assez agréable que vous passiez de 1000 camions par semaine ou plus à peut-être 120 chars par jour. Je trouvais ça un peu moins pire. C'est pour ça qu'on a embarqué dans le processus. On comprend très bien vos craintes. Il y a des questions qui nous ont été amenées, qu'on est content d'avoir eues parce qu'on n'a pas les réponses, en particulier la nappe et des choses de même. Par contre, on a déjà communiqué avec les gens concernés pour leur demander qu'ils nous reviennent avec l'information pertinente, considérant les questions que vous avez déjà amenées.
C'est le mercredi 6 décembre prochain que se tiendra la deuxième journée des superviseurs de Portneuf. Cette journée est destinée aux personnes qui occupent des positions de cadre dans les entreprises d'ici. La gestion des ressources humaines est devenue bien importante en 2024. J'ai parlé la semaine dernière avec Julie Trudel un peu plus tôt. Alors, voici cette entrevue. La dernière fois que nous avons discuté avec elle, nous avons parlé de la tournée Contact Emploi. Aujourd'hui, Julie Trudel est de retour pour parler de la journée des superviseurs. Bonjour Julie. Allô Danick, ça va bien? Ça va bien vous? Yes. Julie, la journée des superviseurs revient cette année dans Portneuf. Oui. Et justement, à qui ça s'adresse? C'est quoi exactement cette petite bébête-là? Dans le fond, la journée des superviseurs, je dirais, c'est comme le cousin ou le frère des rendez-vous RH. Rendez-vous RH, ça s'adresse aux propriétaires d'entreprises et aux gestionnaires de ressources humaines. La journée des superviseurs, elle s'adresse plus aux superviseurs, gérants, contremaîtres, directeurs de production, les gens qui sont sur le plancher et qui gèrent des équipes de travail. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement des employeurs, ce sont plus des gens souvent qui ont, comment je te dirais, qui ont une expertise et qui ont été engagés pour superviser, dans le fond, une équipe pour travailler avec eux. Donc, c'est pas nécessairement, c'est des gens qui ont une expertise, une formation, mais pas nécessairement une formation en gestion de ressources humaines. Puis, on s'entend-tu que gérer des ressources humaines en 2024, c'est pas la job la plus facile, hein? Parce que tu as une clientèle qui est très diversifiée. Tu as des retraités, tu as des jeunes, puis on s'entend-tu que comment je te dirais, les différences intergénérationnelles sont très marquées en ces deux catégories de travailleurs-là, parce que les baby-boomers, ils ont été élevés d'une façon, avec certaines valeurs, puis les jeunes sont dans un autre contexte, donc on est différents, puis c'est différent la façon de les gérer. Et en plus de ça, ajoute quelqu'un qui vient de l'Afrique, un Français, une mère monoparentale, hein? Fait que là, tu as déjà là, une belle composition de réalités différentes. Ce que vous dites, Julie, c'est que les personnes qui se retrouvent à être contremaîtres, à être superviseurs, parfois doivent avoir les outils pour que ça se passe bien là, dans le lieu de travail. Et la journée des superviseurs sert un peu à pallier à ça. Oui, parce que souvent, quand on occupe un emploi comme ça, on n'a pas nécessairement plein de... Comment je te dirais? On n'a pas reçu plein de formations en lien avec la gestion d'équipe de travail. Donc, cette journée-là, ça a pour but de pallier à ça, de venir alimenter les gens. Fait que notre journée est vraiment composée. On va avoir un maître de cérémonie qui va être Alain Choquette pour commencer la journée. Puis, il va passer toute la journée avec nous et puis il va clore la journée avec une conférence, un témoignage avec des tours de magie qui vont agrémenter tout ça. Ensuite de ça, on a M. Alain Sanson qui va venir vraiment nous parler là, de gérer des équipes de travail puis gérer la diversité aussi et comment faire en sorte de sentir, comment je te dirais, d'en tirer le meilleur parti de tout ça. Et ensuite de ça, on a un atelier qui va durer 3 heures, qui va être réparti en matinée et en après-midi avec l'équipe de Julie Dupuis de Complexe qui vont venir vraiment là, nous faire des mises en situation, nous faire travailler puis tout ça. Fait que ça, tu sais, là, on veut que ça soit concret. C'est pas un cours d'universitaire qu'on veut donner là. On veut donner concrètement des outils. Et cette année aussi, ce qui est différent, c'est qu'on a, pour nous aider à réaliser cet événement-là et nous permettent aussi d'offrir des conférenciers, j'aurais envie de te dire, sur la coche. Aller chercher la crème, parce que des conférenciers, il y en a plein, des formations, il y en a plein. Fait que pour nous permettre d'aller chercher là, ce qu'on voulait, on a été chercher des partenaires financiers. Puis ça, on souhaite vraiment mentionner, si tu me donnes le micro. Je l'ai pris. Tant pis pour toi, je l'ai pris. Donc, on a un comité de partenaires qui a la MRC, Bureau de services Québec. On a aussi les gens de la SADC, Carrefour Jeunesse Emploi, Accès Travail Portneuf, le centre La Croisée. Ensuite de ça, on a Chambre de commerce de l'Est de Portneuf qui est avec nous. Est-ce que j'en oublie? En tout cas, si j'en oublie, ils vont revenir, et ça va me revenir, je le compléterai. Mais je veux parler des partenaires financiers. C'est vraiment des entreprises qui nous ont donné, qui nous ont offert des montants d'argent pour nous permettre de réaliser. Donc, on a le partenaire majeur qui est l'aluminerie Alcoa à Deschambault, qui est là. Ensuite de ça, on a 2 partenaires qui suivent les partenaires, j'ai oublié le nom.
appelons-les, mettons, Argent, mais on a trouvé un nom cute pour faire ça, qui est Dolbec et aussi Le Roquemont à Saint-Raymond. Et on a 3 autres partenaires importants qui sont Machitech, Airspec et La Croisée. Donc dans les partenaires que vous avez, c'est aussi des entreprises qui ont à leur charge beaucoup d'employés. Et donc, il y a des superviseurs aussi là, qui entrent dans le lot aussi. Oui, fait que là, il y a vraiment, là, ces entreprises-là vont être présentes cette journée-là. Et on a aussi, là, présentement, les inscriptions ne sont pas terminées. La journée, j'ai oublié de le dire, je crois, c'est mercredi, le 6 novembre prochain. Les entreprises qui veulent inscrire des gens, ils ont encore jusqu'au 30 octobre pour le faire. Et puis, présentement, en date d'aujourd'hui, on dépasse le 130 personnes. Okay. C'est vraiment un super de beau succès. Ça va être ici au Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Ça commence à 8 h le matin jusqu'à 4 h là, en après-midi. C'est une journée complète. C'est très abordable. Ça coûte 95 $. Donc, c'est pas... tout est inclus, le repas, les collations, les pauses, etc. Donc, c'est très accessible pour une entreprise. Envoyer quelqu'un en formation pour ce montant-là, c'est ce qu'on veut. On veut le maintenir accessible, mais on veut avoir en même temps une qualité importante, si je peux dire. Alors, c'est encore le moment pour les employeurs d'inscrire leur superviseur pour la journée des superviseurs qui aura lieu le 6 novembre au Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Oui, et si vous voulez le faire, vous avez qu'à aller voir Rendez-vous RH Portneuf ou Journée des superviseurs, mais si vous allez trouver un site qui s'appelle Rendez-vous RH Portneuf, et là-dessus, c'est très facile. Vous allez voir le contenu de la journée, vous cliquez, m'inscrire, vous allez pouvoir payer en ligne, tout va se faire de cette façon-là. Julie Trudel, merci beaucoup d'être passée en studio. Hey, merci. À bientôt. Super. Le comité Vas-y de Saint-Raymond travaille sur un projet qui s'adresse au voisinage de Portneuf afin de favoriser l'entraide et la bienveillance entre voisins. Le projet Super Voisin vise à mettre en place une initiative de voisins volontaires pouvant prêter main forte à ceux dans le besoin, principalement aux aînés. Plusieurs façons d'aider le voisinage sont imaginées. Cela peut être fait par la tenue de conversations entre voisins pour s'assurer que tout se passe bien dans le ménage, par de l'aide pour emmener les bacs à déchets au chemin ou encore de l'aide au déneigement pendant l'hiver. Afin de mieux documenter ce qui peut être fait par vous et moi pour aider nos voisins, les initiatrices du projet cherchent à entendre des témoignages d'entraide qui ont été vécus par les personnes d'ici. Ces témoignages serviront à donner des idées à la population en matière d'entraide. Le projet Super Voisin veut améliorer les liens communautaires dans les municipalités de Portneuf. Elles font appel à vous afin de récolter des témoignages. Et si vous avez reçu ou donné de l'aide à vos voisins et que la démarche vous intéresse, vous pouvez communiquer avec l'adresse suivante, myriam.côté@recapportneuf.com ou encore le numéro suivant, le 367-383-5351. Donc, on cherche à savoir quelles sont les histoires que vous avez vécues avec vos voisinages. C'est des témoignages qui sont recherchés par les gens du projet Super Voisin. Au retour de la pause, on discute avec Michel Bertrand des projets optiques présents dans 6 villes de Portneuf. Restez des nôtres. Hey Max! Hey Nam! Yeah! C'est super. Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre au cinéma Alouette à 19 h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale.
Mon nom est Marc Després, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard, je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette, je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. La ville de Donnacona a inauguré le 9 octobre dernier les 18 photos qui constituent la première version du projet optique sur son territoire. Il s'agissait du 6e projet de ce genre à voir le jour dans Port-Neuf. Afin de comprendre d'où vient le concept et en quoi il consiste, j'ai discuté avec Michel Bertrand de Cap Santé, cofondateur du premier projet optique qui a été réalisé il y a quelques années à Cap Santé. Voici Michel Bertrand. Ici Danick Julien, journaliste, présentement avec Michel Bertrand, membre du comité consultatif en tourisme de Cap Santé, également cofondateur du projet optique qui est maintenant présent dans 6 villes de Port-Neuf. Et on fait un petit historique d'optique aujourd'hui avec lui. Donc bonjour M. Bertrand. Oui, bonjour Danick. Merci de votre intérêt pour le projet optique. En fait, qui est un projet, si on parle du volet historique, qui a débuté en 2015. Les gens ne pensent pas, mais ça a débuté vraiment l'idée en 2015, avec l'idée à partir de Pierre Choquette, qui est un très bon photographe amateur, qui faisait une exposition à Deschambault, celle à la sacristie. Puis on va voir son exposition, moi, Denis Papillon, des amis du comité touristique. Puis Pierre nous propose une idée, à un moment donné, de faire une exposition extérieure permanente, avec des grandes photos, puis tout ça, accessible, tout ça. Fait qu'on trouvait ça intéressant. Pierre avait déjà proposé l'idée à d'autres villes, tout ça. Bon, puis les gens n'embarquaient pas là-dedans, mais j'ai dit à Pierre, garde, nous, on trouve ça intéressant. Ici, sur place de l'Église, c'est un site magnifique, c'est un site important au plan touristique, là. Les gens voyagent le chemin du roi, puis il y a beaucoup de gens qui arrêtent ici, là, à la place de l'Église, là, puis pas à cause du quai, à cause de l'Église, à cause de toutes les activités qu'il y a sociales, entre autres le Noël d'antan, tout ça. Donc, on avait beaucoup d'atouts pour faire ce genre de projet-là où est-ce que ça prend du monde, là. Ça prend du monde qui passe, circule. Fait que Pierre a écrit sur papier un petit peu plus précis. Il y a quelques paragraphes. On dit, je vais présenter ça à mon comité touristique. Puis on trouvait ça quand même séduisant, l'idée. Fait que j'ai dit, on va le présenter. Le comité touristique a dit, oui, OK, on va plus loin. Fait que j'étais conseiller municipal à l'époque. Je présente ça à l'équipe du conseil. À l'époque, c'était Denis Jobin qui était le maire, puis tout ça, l'équipe était assez ouverte au plan culture, patrimoine, puis ils trouvaient ça aussi séduisant. Fait qu'on est allé plus loin, donc on a eu comme le mandat d'aller plus loin, puis on avait une idée un peu des coûts, mais c'était quand même la première expérience dans Port-Neuf qui existait de ce genre de choses-là. Fait qu'on a quand même fait beaucoup de recherches, là. On est allé voir, à cette époque-là, il y avait une exposition d'importance à Chambly, au fort de Chambly, où est-ce qu'il y avait 40 photos extérieures exposées en permanence. C'est un peu comme ici, là, une place très achalandée à cause eux autres du phare. On a rencontré les gens, là, les photographes qui ont monté l'exposition, qui s'en occupent à chaque année. On a pris beaucoup de leurs conseils. Ils ont été vraiment super généreux de leur savoir. Fait qu'on est parti avec tout ça. Et là, on dit, ici, là, on va l'implanter ici, mais où est-ce qu'on met ça? Où est-ce qu'on met ça? On met ça au vieux chemin, on met ça sur le quai, on veut ça, on veut que ce soit une place achalandée et beaucoup touristique. Bon, alors ici, il y a un site de quand même une grande beauté. On sait qu'il y a plein de monde qui débarque ici. Fait que les autobus là, de touristes arrêtent ici aussi. Fait que quand les autobus arrêtent, ici, c'est accessible. L'école est là, plus les enfants, les jeunes, hein? C'est important, là, pour l'école est ici à côté, là. Fait que les enfants passent ici à tous les jours. Alors, on avait un lieu privilégié au plan de la beauté à cause du site qui est classé. Puis c'est dans le parc Joseph-Filion. Moi, je disais à ma gang, j'ai dit, vous savez, le parc Joseph-Filion, si vous demandez ça à des Cap-Santéens, ils ne savent pas c'est quoi, la majorité, là. 90 ne savent pas c'est où, le parc Joseph-Filion. C'est une façon de le mettre en valeur. Il y a une œuvre d'art de Mme Matt qui est ici. Là, on va ajouter un concept optique. Il n'était pas créé au moment qu'on disait ça. Mais là, il fallait le créer. Fait que
Puis le concept optique, justement, c'est aussi un projet qui est voué à intéresser les gens de la communauté à participer, parce que les photos viennent des gens de la place, là, en grande partie. Ben oui. Tu sais, c'est un parc. Je me plais à dire que c'est comme un parc. Alors moi, quand j'ai dit à mes camarades, si vous acceptez là-dedans, on va investir de l'argent pour le bâtir, mais après ça, il faut considérer que c'est comme un parc. Alors ici, le parc, il faut l'entretenir, le paysagement. Bien ça c'est l'entretenir, ce sont les photos, renouveler les photos. Et là, ce sont les citoyens qui vont participer. Donc, on invite les citoyens à entretenir leur parc. Et je peux vous dire que ça marche. Dans le cas de Neuville, cette année, je pense qu'il y a eu plus de 200 photos présentées. Nous, on a eu plus que 80, mais la période, le thème était très restreint. Alors, il y a un appel, quand on fait les appels photos aux citoyens, là, les citoyens sont très interpellés. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, là, on n'a plus besoin d'avoir des appareils de milliers de dollars. Les gens ont des cellulaires, des tablettes, peuvent faire des très bonnes photos. Il s'agit que la résolution soit bonne, là, on le voit après, mais on peut... il y a une façon de démocratiser la photo par la nouvelle technologie. Donc, c'est accessible quasiment à tout le monde. C'est aussi un avantage qu'on avait là, à la période qu'on le créait aussi. Là. Et vous avez parlé tout à l'heure de thèmes, parce que ça fait partie aussi, c'est un concours de photos, mais quand on rajoute des thèmes, ça aide à donner un style là, au parc que vous voulez exploiter. Là. Quand on l'a démarré en 2017, on voulait ça assez général, fait qu'on s'était dit, ça va être les coins et recoins. C'est quoi un recoin? Un recoin, là, c'est un trésor caché dans ton village. Des fois, c'est un petit muret que tu n'as même jamais vu, puis tu as passé ta vie à côté, puis il est tellement beau que les gens le photographient, mais toi, tu l'as jamais vu. Un recoin, c'est ça. Et on a eu des beaux exemples dans la première édition de Recoin. Moi, je me rappellerai toujours, là, on avait des photos d'une petite grange dans le rang du bois de l'Aille. Puis il y a un monsieur, un nagénaire, monsieur Jacques, je me rappelle toujours, il aimait beaucoup ces photos-là. Puis il dit « Ah, Michel, il dit ça, là, ça, c'est pas Cap Santé. » En montrant la petite grange. Ben j'ai dit, Émile, tu viens de me prouver que c'est un recoin. Parce que, va voir à telle place, à telle adresse, tu vas voir, il allait là, la grange. Et puis, il est allé, puis il a été confondu. Il dit, ben oui, c'est vrai. Fait que je ne l'avais jamais vu de ma vie. Puis pourtant, Émile, c'est un monsieur Jacques, qui vendait des pommes. Il était à le village comme le fond de sa poche, là. Alors, c'est ça, un recoin. Donc, le premier thème, c'était ça. Cette année, là, on a mis un thème qui est relié à la rivière Jacques-Cartier et son environnement. Pourquoi? Parce qu'en même temps, cette année, là, on a du saumon au Cap-Santé. Hein? La rivière Jacques-Cartier, il y a du saumon. C'est une rivière à saumon. C'est une très grande rivière à saumon, puis elle est en restauration depuis presque un demi-siècle par la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier, plein de monde. Puis on s'est dit, la passe migratoire est flambant neuve, puis ça serait une façon, si on met la rivière, les gens vont aller à la passe, photographier les saumons. On voit la belle photo, d'ailleurs. Hein? Ça a inspiré des gens, là, puis ça a été un des gagnants. Donc, on s'est dit, en même temps, on fait comme un coup double. On fait des photos de Cap-Santé, mais... si les gens photographient des photos de la Jacques-Cartier, ça peut être des kayakistes qui descendent, ça peut être... Donc, le paysage de la Jacques-Cartier, ça, c'est la Jacques-Cartier aussi. Regarde, là, le volet histoire aussi, là, en bas du fort Jacques-Cartier. Donc, c'est un thème plus restreint, mais ça prenait plus d'imagination pour faire les photos. Mais le résultat, c'est que, regardez, c'est magnifique. Et puis, les gens, ils sont heureux de découvrir leur endroit, leur trésor caché. M. Bertrand, le concept optique a fait son bout de chemin parce que, bon, vous l'avez élaboré ici. Ensuite, ça a été repris, comme on le disait tout à l'heure, dans 6 villes de Portneuf. Oui. Vous me disiez, avant qu'on fasse l'entrevue tantôt, qu'un parcours serait peut-être possible si on désire l'espérer. Oui, mais en fait, là, le jour même qu'on l'inaugurait, le 5 octobre 2017, dans l'église, hein, Monsieur le préfet, M. Gaudreau, faisait son speech, puis il disait ceci, bien bravo pour ce magnifique travail, c'est magnifique, la présentation autant que les photos. Puis je souhaite, c'est tellement beau, je souhaite que ça devienne comme une image de marque portneuvoise, puis que ça va rester dans Portneuf et ça va se répandre ailleurs dans d'autres villages. Au moment qu'il disait ça, c'était un souhait, puis on souhaitait ça nous aussi. Mais là, alors l'année d'après, Pierre, qui habite Portneuf, avec qui on l'a créé, prend le projet, le bébé, l'amène sur le quai de Portneuf avec 6 présentoirs. L'autre année d'après, Yvan Bédard, un photographe professionnel de Neuville, découvre les projets, l'implante avec une équipe, puis la ville à Neuville. Après ça, là, t'as l'impression que ça fait des petits, là. Mm-hmm. Le bébé, c'est plus le bébé qui se promène, mais on fait des petits, là. Donc, on a inauguré maintenant, a été inauguré Optique Saint-Raymond cette année et Optique de Nakona la semaine dernière. Fait que là, tu dis, oh boy, hey, on a parti quelque chose. Puis là, 7 ans plus tard, c'est comme on est en train de faire le tour de quelque chose. C'est pour ça que l'historique est important. Puis de voir où on en est rendu. Puis à date, on est en discussion avec d'autres villes qui ont un intérêt, justement, d'implanter optique, de telle sorte que, sérieusement,
il est pas fou de croire que oui, on pourrait en faire un vrai trajet touristique relié au médium de la photo, puis de connaître notre patrimoine paysager, notre patrimoine humain, notre patrimoine culturel, nos événements, nos choses de même. Puis tu sais, on va aller plus loin. Depuis le début, je dis que c'est évolutif, là. Puis je veux pas partir quelque chose qui n'existera peut-être pas, là. Mais un exemple quand je dis évolutif, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour une raison de rentabilité, d'économie de coût pour tout le monde. Si, mettons, un jour, on est 3, 4 villages de plus, qu'on est rendu à 10 villages, puis il y a des villages de tout le nord de Portneuf, de l'ouest, de l'est, du centre, du sud, pourquoi qu'à un moment donné, on ne se dit pas, peut-être qu'il y a un présentoir qui pourrait être dédié pour présenter des photos de tout le monde? De d'autres endroits, oui. Pour une raison logistique, d'économie, puis en même temps de montrer pas juste chacun son village, mais dans tous les villages, de montrer un morceau de Portneuvois. En tout cas, c'est une idée comme ça qui pourrait être explorée. Alors, c'est un exemple d'idée. Je dis, quand c'est évolutif, là, il n'y a pas de limite. C'est à nous, ça nous appartient. Gilles Bertrand, merci beaucoup de nous avoir parlé de l'historique. C'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Moi, je veux remercier beaucoup tous les gens qui ont cru à ça. Mes camarades du comité touristique, Pierre Choquette, qui nous a amené l'idée, qui a eu confiance en nous, puis il a embarqué avec nous autres. On l'a créé ensemble avec le comité. La ville y a cru. Et puis, on a été challengés. Hein. On a été challengés parce que, je me rappelle, là, au plan budgétaire, les gens disaient « Ouais, mais Michel, là, les photos, c'est un coût accurant. Les gens viennent voir des photos, pas des présentoirs. » Non, vous n'avez pas compris, là. On est un site d'une grande beauté ici. Le contenant va être aussi beau que le contenu. Puis, Moses, qu'on a bien fait de tenir notre bout. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'exclame devant la beauté, non seulement des photos, mais de la présentation. Alors ça, c'est important. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Monsieur Danick, ici, j'espère de votre intérêt pour Optique, puis vous allez nous aider à faire connaître le projet encore plus. Le projet ailleurs, et puis peut-être en convaincre d'autres même. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent probablement. Alors, on va rester au courant. Merci beaucoup. Merci. Pour mettre en valeur le patrimoine religieux bâti de la MRC de Portneuf, le Quatuor Québec, c'est un quatuor de saxophone et ensemble en résidence au Conservatoire de Québec, offre en 2024-2025 5 concerts thématiques dans des églises de Portneuf. Vous allez voir tout à l'heure à l'écran aussi l'horaire de ces 5 concerts. Pour réaliser ce projet, l'ensemble s'est adjoint avec plusieurs partenaires tels que le Conseil du patrimoine de Cap-Santé qui parraine le projet, le Conservatoire de musique de Québec, les 3 fabriques de la MRC de Portneuf et plusieurs sociétés d'histoire de la MRC. Le programme est bien simple. On veut la présentation de chaque église par la société d'histoire invitée. Il y aura une pièce musicale datant des années de la construction de l'église, des œuvres musicales pour compléter le programme. Les 5 concerts sont offerts au prix de 20 $ et les 17 ans et moins pourront bénéficier d'entrée libre. Les 5 concerts serviront également d'événements bénéfices pour les fabriques des églises de Portneuf qui, on le sait, en ont grandement besoin. Le Quatuor Québec est composé de Julie Bellavance, saxophone soprano, Marie-Claude Binette, saxophone alto, Benoît Plourde, saxophone ténor et Alain Couet, qui est saxophone baryton. Le 10 octobre dernier, la ville de Pont-Rouge inaugurait un mur hommage aux grands bénévoles sous le regard attentif des proches des premières personnes qui ont donc été honorées sur ce mur. Évidemment, plusieurs personnes étaient sur place. Le mur est situé à la place Saint-Louis, dans le nouveau salon des bénévoles, qui est accessible par l'entrée 14. Le mur est une initiative de la ville de Pont-Rouge qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de reconnaissance du bénévolat. Son objectif principal, c'est de reconnaître et d'honorer l'engagement exceptionnel des femmes et des hommes qui ont donné, sans compter de leur temps, tout au long de leur vie. Poursuivons maintenant l'événement Magie d'octobre. Ça se tiendra le 26 octobre prochain à Deschambault-Grondines, principalement au vieux couvent de Deschambault, qui sera animé au plaisir des jeunes et moins jeunes. Pour en parler, j'ai discuté avec Nicolas Métivier, directeur général de l'école de musique Denis Arcand de Deschambault. Voici cette entrevue. On est présentement avec Nicolas Métivier, directeur général de l'école de musique Denis Arcand de Deschambault. Bonjour Nicolas. Salut Danick. Nicolas, on parle de Magie d'octobre qui va avoir lieu le 26 octobre prochain. Donc, c'est le fameux couvent hanté qui est ici à l'école de musique Denis Arcand de Deschambault, dans le vieux presbytère.
C'est un événement que vous faites en collaboration avec le Club des loisirs. Oui, c'est le Comité des loisirs de Chambault-Gonzine. Exactement. Et pour en parler, justement, peut-être commencer, ça fait combien de temps que vous faites Magie d'octobre là, ici au Vieux Presbytère? Oui, c'est à l'école de musique, donc au Vieux Couvent de Deschambault. C'est notre 3e année de couventé. C'est notre 2e année en collaboration avec le Comité des loisirs de Chambault-Gonzine. Ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est des citoyens dévoués qui ont un organisme pour animer la municipalité de Deschambault et plus. Puis c'est tout le temps un grand plaisir de travailler avec eux. Donc c'est notre 3e année. Et là, le couvent hanté, on le voit derrière, il y a un peu de décoration d'Halloween qui est arrivée. Ça s'adresse à qui, puis c'est quoi exactement? Bien, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On a un parcours extérieur qu'on a des statues géantes, on appelle ça les géants, qui ont été offertes au fil des années par des compagnies comme Pneus Fauché ou des compagnies comme ça. Donc, il y a un parcours de statues géantes. À l'extérieur, il va y avoir une remise de bonbons. À l'extérieur, cette année, on a une jonglerie lumineuse. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais. Donc, un jongleur avec des objets lumineux. On a un parcours déambulatoire aussi, une animation d'un Youpi et compagnie, qui fait une animation avec un personnage Blette et Berrette, si je ne me trompe pas. Ça va être super intéressant pour les enfants, pour les parents qui écoutent aussi. Mais le parcours extérieur, c'est sûr que c'est pour les petits. Et puis, c'est gratuit. Et puis, à 18h30, ici, à la biblio du bord du lot, la bibliothèque qui est située dans le couvent, il y a un compte, l'heure du compte pour les petits. C'est gratuit aussi. Et justement, quand on parle de ce qui va avoir lieu ici, dans le couvent, c'est une maison hantée, vous avez des animateurs, j'imagine des comédiens, comment ça fonctionne? Oui, bien, on a une bonne équipe de bénévoles. L'année passée, on était presque 25-30 bénévoles à l'intérieur. Donc, ça, il y en a pour tous les goûts. Première étage, c'est pour les petits. Ici, il va y avoir de la musique. Nos profs vont nous jouer de la musique spooky d'Halloween. Ouais. Il va y avoir un photo-booth. Il va y avoir... l'accueil va être ici. Après ça, on a la salle des araignées là-bas, la salle des sorcières. Puis on a une autre salle ici sur l'étage qui c'est des jeux d'adresse pour les petits. Donc, on veut garder tout le monde. On veut faire plaisir à tout le monde. Puis après ça, bien là, les gens ont le choix d'aller au 2e étage, au 3e étage, c'est-à-dire, puis au grenier. Puis là, au grenier, bien, ça s'adresse encore à tout le monde, mais c'est sûr qu'on peut exclure les petits parce que ça se peut que, tu sais, il fait noir là-dedans, stroboscope et tout. Puis pour tous ceux qui disent « Ouais, mais moi, ça me fait pas peur, je sais que c'est des figurants et tout », ouais, mais on peut quand même compter sur les seaux. Petit coup de cymbale là, dans le noir, là, avec un stroboscope, là, c'est quelque chose. Puis on a une boucherie au grenier, fait que quand même, je pense que ça va être bon pour se faire des sauts. Donc, c'est un véritable événement familial d'Halloween que vous allez tenir ici le 26 octobre. Oui. Justement, en début d'entrevue, c'est en collaboration avec les loisirs de Deschambault-Gonzine. Le comité des loisirs de Chambault-Gonzine, oui. Donc, vous faites ça là, tous ensemble pour l'événement Magie d'octobre. Nicolas Métivier, je profite d'être ici à l'École de musique de Chambault pour parler peut-être de la saison d'automne, parce que, bon, vous donnez beaucoup de cours de musique en fait, aux personnes de l'ensemble de la région de Portneuf. Ça se passe bien, là? Vous avez eu des inscriptions? Oui, ça va très bien. On a beaucoup d'élèves, à peu près comme à l'habitude, là, mais pas mal le même nombre d'élèves. On a 2 points de service à Neuville puis ici à Deschambault. On a un cours de guitare feu de camp, on a des cours de groupe, guitare feu de camp, ensemble vocal. Il y a un ensemble de flûtes à bec. Il y a 5 personnes quand même. Flûtes à bec, moi, je trouve ça super intéressant, qui font de la musique répertoire de Renaissance, baroque. On a des trios de guitare, on a des cours de benne. Puis évidemment qu'on a des cours là, individuels de tous les instruments, là, mais on a du parascolaire aussi dans les écoles primaires et à l'école secondaire Saint-Marc. Puis ça va très bien, on a plein de projets. Il y a l'Halloween qui prend du temps, mais on a un spectacle là, de jamanique dans le temps des fêtes. Oui. Tout le monde est invité si tu veux venir. Puis après ça, on a vraiment beaucoup d'activités à l'école de musique. Là. Alors, j'imagine qu'il y a encore de la place, peut-être pas pour l'automne, mais pour la saison d'hiver, de s'inscrire auprès de vous? Oui, bien évidemment, il y a tout le temps un roulement, mais il y en a qui s'inscrivent une session, après ça, on se rend compte que pour X raison, on arrête. Donc, on a tout le temps de la place, veut pas. Même si quelqu'un voulait commencer maintenant, ça dépend de l'instrument, de la disponibilité du professeur, c'est pas impossible, mais s'il y en a qui souhaitent s'inscrire, peut-être nous en faire part maintenant, ça va beaucoup aider. Nicolas Métivier, merci beaucoup et on relance l'invitation pour le 26 octobre à partir de 18h pour l'événement Magie d'octobre avec principalement l'attraction du couvent hanté. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci, Danick.
Au retour de la pause, on parle de chasse avec notre collaborateur Samuel Gendron. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. On réserve une partie de cette édition du 17 octobre pour parler de chasse, comme nous sommes en plein dans la saison. Samuel Gendron, notre collaborateur, était de passage en studio cette semaine pour nous informer à ce sujet. Voici cette entrevue. Il est passionné de chasse. Il a une émission que vous avez probablement déjà vue sur les ondes de CJSR, Chasse et pêche dans la peau. Bonjour, Samuel Gendron. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, numéro 1. Merci d'être là. On est présentement là, en plein milieu du mois d'octobre dans la saison de la chasse. Et on t'a invité à Info CJSR pour parler de la saison de la chasse. Justement, parlons de la chasse à l'orignal parce qu'on est en plein dedans en ce moment. On est en plein dedans, là. Puis ça va bien. Il y a des beaux résultats qu'on peut voir un peu partout. On est dans Portneuf, les résultats commencent à rentrer. Puis si je regarde dans la grandeur du Québec, comme à Matane, c'est incroyable ce qui sort cette année. Les gens, tout le monde sont d'accord pour dire que c'est une très bonne année là, pour la chasse à l'orignal. Et la chasse à l'orignal, bon, évidemment, il y a énormément de choses à savoir là-dessus, que ce soit l'urine, la météo et tout. J'aimerais peut-être t'emmener sur la météo parce qu'on est dedans. Et en ce moment, bon, la dernière fin de semaine, il y a eu quand même de la pluie et tout. Est-ce que c'est bon pour la chasse à l'orignal quand il y a plus frais puis on n'a pas le gros soleil, là? Je vais te dire que oui. Les chasseurs sont contents cette année, justement. Peut-être ça a un lien direct avec le succès. Parce que l'orignal, lui, c'est une bête intelligente comme tous les animaux. Il veut dépenser le moins d'énergie possible puis avoir le plus de gains, soit pour l'accouplement ou bien pour l'énergie de son corps. Donc, lorsqu'il fait chaud, ça lui demande plus d'énergie pour se déplacer. Puis il n'aime pas vraiment ça. Puis pour un chasseur, être dans le bois à l'affût, en attente, quand il fait très, très chaud, c'est long aussi. Donc, présentement, une température plus fraîche, c'est vraiment très, très bon pour tout le monde. Comme on dit, les orignaux vont bouger beaucoup plus lorsque c'est frais. Et bon, pour les dates, là, on est présentement, au moment de tourner cette entrevue, le 15 octobre. Ça a commencé justement en fin de semaine, le 12. Ça se termine quand, la chasse à l'orignal? Oui, la chasse dans la 27, dans notre coin, elle se termine le 27 octobre. Oui, 27 octobre, c'est ça. Elle a commencé un petit peu au mois de septembre. C'était à l'arc et à l'arbalète. Puis là, on est maintenant là, avec les armes de longue portée et des armes à feu jusqu'au 27. Donc là, les résultats, on va en voir de plus en plus au niveau du succès parce que là, évidemment, on peut tirer beaucoup plus loin, donc les stratégies changent là, pour la chasse. Donc si déjà les résultats sont bons, on peut s'attendre justement à voir encore plus les statistiques monter là. Je pense que oui. Je pense que oui, sincèrement. Je suis toujours positif. Encore plus cette année au niveau là, du succès de chasse de l'orignal, oui. Également, j'aimerais qu'on parle de la chasse de petits gibiers. Oui, c'est vrai. Ça commence. C'est un bon point parce qu'on l'oublie des fois. Ça a commencé le 21 septembre. Donc, il faut faire attention un petit peu. C'est plaisant qu'elle soit ouverte, mais en même temps, il faut garder en tête, lorsque la chasse à l'orignal à l'arme à feu embarque, c'est peut-être pas le meilleur moment d'aller à la petite chasse, mais elle est quand même ouverte là. Depuis le 21, puis jusqu'à fin mars, elle va être ouverte. Toujours porter le dossard à la petite chasse lorsqu'on y va. Puis des fois, on est porté à l'oublier. On se demande quand est-ce que ça commence. On est dans plein dedans aussi. Choisissez vos secteurs. C'est sûr qu'on choisit notre secteur, mais elle est ouverte en même temps, en parallèle. Super. Samuel, tu nous apportes du matériel qui ont vraiment piqué ma curiosité avant qu'on lance l'entrevue. L'urine d'orignal, bon, c'est le prochain thème de notre entrevue. Je te laisserai peut-être commencer, t'emmener des choses assez intéressantes là, pour l'urine d'orignal, parce que c'est important pour un chasseur là, de peut-être se munir de cette arme-là aussi. C'est drôle, ça vaut de l'or, c'est quasiment un jeu de mots, là. L'urine pour l'orignal puis le chasseur, il y a une relation très proche parce que l'orignal, tout
comme l'être humain, il y a un climat social, on se situe socialement dans l'environnement. L'orignal, lui, il va beaucoup, son urine va beaucoup parler. Est-ce que c'est un gros mâle? Est-ce que c'est un petit mâle? Est-ce que les femelles aussi, lorsqu'elles vont uriner, est-ce qu'elles sont bientôt en chaleur? Parce que c'est une fenêtre de temps qui est très courte là, pour l'accouplement. Donc, tout passe par l'urine. Et puis, les chasseurs, pourquoi ils vont l'utiliser? Ils vont l'utiliser pour leurrer l'orignal, pour faire croire qu'il y a un mâle plus dominant. Entre autres, il y a plusieurs scénarios, mais mâle plus dominant ou l'odeur d'une femelle en chaleur qui est prête. Donc là, l'orignal perd un peu tous ses moyens parce que son but dans la vie, c'est la reproduction lors de la chasse. Donc, c'est bon pour ça. Et aussi, des fois, les chasseurs vont s'en asperger eux-mêmes pour dissimuler leur odeur, comme les odeurs de la maison, les odeurs humaines, dans le fond. Ils vont s'asperger avec ça. Donc, l'urine, c'est très important, puis on en voit partout dans les magasins. Il y a un marché pour ça. Et tu nous as apporté peut-être le premier item que j'aimerais parler avec toi, c'est justement un bâton là, qui sert justement à mettre l'odeur d'orignal sans en asperger partout. C'est un très bon exemple. J'ai ça ici que j'ai trouvé, c'est nouveau. Dans le fond, le montrer à la caméra. Oui, si tu veux. Également, c'est cette caméra juste là. Oui. Exact. Comme ça, OK, c'est bon. Puis c'est comme, ça ressemble à un bâton sudorifique. C'est une pâte, mais je m'en mettrais pas sur le corps. Là, ça sent vraiment l'urine. L'idée de ça, c'est que là, tout à l'heure, on parlait justement de mettre de l'odeur d'urine à certains endroits. Avec le bâton comme ça, au lieu d'ouvrir un pot d'urine et d'en asperger, puis on sent l'urine, on peut simplement le frotter sur un arbre. On peut le mettre en dessous de nos pieds lorsqu'on se promène. Donc, je trouve ça vraiment brillant. C'est un peu plus propre. C'est plus propre, puis ça sent moins aussi parce que dans un veux pas, ça coule un peu des bouteilles d'urine. Fait que tu as ça dans tes poches, puis ça coule dans la voiture. Bon, bref, moi, je trouve que c'est merveilleux, puis on va en voir de plus en plus de ça. C'est une belle variable. Puis là, je t'amène ailleurs, au niveau de l'urine. On peut la récolter, l'urine. Dans les magasins, elles sont vendues déjà, sous des marques de commerce. Il y a aussi des chasseurs qui vont la récolter eux-mêmes. Donc, lorsqu'ils réussissent à, justement, abattre leur gibier... Ils pourraient prendre l'urine pour une saison prochaine. Oui, absolument. Avant, en fait, c'est de plus en plus connu le fait de ça, de pouvoir le faire. Puis là, ça m'amène sur deux avenues. La première, un kit que j'ai trouvé, c'est un kit carrément de cathéter. Là, je ne l'ouvrirai pas au complet, là, mais là-dedans, c'est un kit de cathéter. Les gants, le tuyau, le sac, tout ça qu'on peut utiliser lorsqu'on a abattu notre animal, qu'on veut récolter l'urine. C'est simplement un cathéter. On vient le brancher à l'organe masculin, puis on tourne une petite valve, et ça se remplit directement dans le sac. Comme à l'hôpital, comme un sac. Donc, les chasseurs qui commencent à développer des techniques d'infirmiers. Ben, c'est ça, on peut dire ça de même. Puis là, l'urine, ben, qu'est-ce qui arrive après, une fois qu'on l'a récolté? Les gens vont l'utiliser la saison d'après, justement, pour mettre des odeurs, pour leurrer un petit peu l'orignal. Quelque chose que j'ai le goût de te partager, c'est pas tout le monde qui le sait. Les compagnies qui vont vendre les produits d'urine, ils la prennent à quelque part pareil, là. Donc, on peut vendre l'urine de notre orignal si elle est de bonne qualité. Puis les prix, là, Danick, ça peut varier entre 400 $ et 1000 $ le litre. Mon Dieu! Ça paye quasiment une chasse, tu sais, c'est surprenant. Alors, les chasseurs sont avisés. Puis là, je vois là, le kit que tu nous as montré, il est étiqueté à environ 20 $. Là. Donc, c'est quand même le kit de cathéter, c'est pas si pire. Si le cœur vous en dit de le faire. Ben oui, tu rentres dans ton argent. C'est ça. Puis là... Au niveau des urines, ce qui est important de savoir, si quelqu'un, après avoir écouté l'entrevue, il dit « j'ai le goût de le faire, j'ai le goût de la vendre », les qualités d'une urine pour quelqu'un qui va payer pour ça, ça va être la couleur. Plus qu'elle est orangée, plus qu'elle va être... elle va valoir cher, en fait. Après ça, l'odeur, là, on va y aller assez simple. Plus que ça sent fort, plus qu'elle a une valeur sur le marché. Puis aussi, plus elle est... le contraire de l'eau. Tu sais, l'eau, c'est très, très liquide. C'est la plus visqueuse, plus... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exactement. Là, plus laiteuse. La texture est un peu plus crémeuse, laiteuse. C'est ça, exactement. Quand on a ces facteurs-là de notre côté, on peut se ramasser jusqu'à 1000 $ le litre. Là. OK. Fait que quand même, je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant. Et puis, c'est moins connu des chasseurs. Oui, bien... C'est une pratique qui est moins faite. Oui, on entend parler, puis il y a plusieurs personnes qui prennent des habitudes. Ils ont leurs petits trucs à eux, mais moi, j'ai goût d'en parler at large. Tu peux payer ta chasse avec ça.
Et Samuel, je vois que le temps file. Un autre sujet qui, je trouve, est super intéressant, c'est la fin de semaine de la relève pour la chasse aux sœurs de Virginie, le chevreuil. Ça, c'est quelque chose qui commence également. Peux-tu nous en parler? Oui, ça, c'est très bientôt. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on parle de relève. J'aime beaucoup la relève. J'aime valoriser la chasse, tout ce qui est autour de ça. Donc, c'est quoi cette activité-là? En fait, tous les nouveaux chasseurs de 12 à 17 ans qui ont eu leur permis de chasse cette année et port d'armes, ils ont le droit, s'ils effectuent les demandes effectives, de pouvoir chasser une semaine avant tout le monde. Puis ça va être le 2 et 3 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, tous les chasseurs qu'on est habitués, on va appâter, préparer nos secteurs. Et puis, dans le cas, comme moi, mon garçon, il a 11 ans, là, je peux te dire que l'année prochaine, on va effectuer cette chasse de la relève pour lui. Donc, ils peuvent aller, les jeunes chasseurs, accompagnés d'un guide. Évidemment, on ne peut pas les laisser aller tout seuls. Un guide, aller chasser une semaine avant. Moi, je trouve ça magnifique parce qu'il y a beaucoup plus de chance, il y a moins de monde dans le bois. Donc, c'est une bonne initiative pour donner peut-être la piqûre là, à ces jeunes-là. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, moi, je suis passionné, il y en a plusieurs autres, mais quand même, si on regarde overall, partout, ça baisse tout de même cette passion au niveau du Québec. Donc, moi, je pense beaucoup à la relève. Puis pas juste moi, regarde, tu vois, ce programme en parle. On veut valoriser, donner l'accès de plus en plus là, aux jeunes de pouvoir s'impliquer puis avoir la piqûre, comme tu dis. En terminant, Samuel Gendron, passionné de chasse, tu t'occupes de l'émission Chasse et pêche dans la peau. Oui. J'aimerais rapidement qu'on parle de chasseurs généreux. Tu nous apporter ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est, chasseurs généreux? Oui, à la base, là, puis j'aime beaucoup ça. Puis on voit ça ces temps-ci, là, la rentrée. Tu vas voir le parallèle que je vais faire. Oui. La rentrée scolaire qui arrive, il y a des jeunes familles, des fois, qui ont de la difficulté à arriver à la fin du mois. Puis c'est pas juste dans Port-Neuf, c'est un peu partout au Québec. Chasseurs généreux, ça part du principe de partager le gibier qu'on va chasser, la viande, avec des gens qui en ont besoin. Donc, à la base, il y a plusieurs bouchers au Québec qui sont affiliés avec le programme Chasseurs généreux. Et puis, je vais donner un exemple concret. Je vais à la chasse à l'orignal. Je peux décider de donner le tiers de tous les kilos de viande que j'ai sur mon orignal à chasseurs généreux. Et puis ça va être réattribué dans les secteurs autour où est-ce que le boucher travaille à des gens qui en ont besoin. Puis c'est très, très bien géré. Ça fait plusieurs années que ça existe. Mais là où ce que je veux en venir, là, cette année, j'ai découvert ça, puis écoute, ça fait 5 ans déjà. Il y a le fonds La Tulipe qui garde des sous de côté. Exemple, là, que moi je dis, je veux donner mon orignal au complet, qui est un bel acte. Là, on parlait tantôt combien il y a de viande après un orignal. Exactement, on peut aller dans beaucoup de plusieurs centaines. Exactement. Donc, avec ce fonds La Tulipe-là, ce qu'on peut faire, ce que le fonds fait, en fait, il va défrayer entièrement les coûts de boucherie pour pouvoir remettre toute la bête aux gens qui sont dans le besoin. Donc, je trouve ça très bon. Parce qu'exemple, moi, je vais donner le tiers de ma bête. À ce moment-là, je vais défrayer tout de même les coûts là, relatifs à la boucherie, ce qui est très normal. Donc, plus qu'on donne, moins que ça coûte cher aux chasseurs, puis plus qu'on aide les gens. Je trouve ça merveilleux. Alors, c'est une belle initiative. Samuel Gendron, merci d'avoir été des nôtres pour InfoCJSR pour la saison de la chasse. Bon, je rappelle les dates que tu nous as dit en début d'émission. La chasse à la carabine pour l'orignal sur la zone 27 qui est dans notre secteur. Ça a commencé le 12 octobre et ça s'étire jusqu'au 27. Donc, ça se termine le 27. On est présentement là, en plein dedans. En plein ça, puis je souhaite à tout le monde une bonne chasse. Ayez du plaisir, une belle chasse éthique. Ayez du plaisir. C'est le meilleur temps de l'année pour cette chasse. Merci beaucoup, Samuel. Ah, ça fait plaisir. Yes. On en arrive à la fin de ce téléjournal. Quelques petites nouvelles en vrac pour terminer. Le gouvernement du Québec est à la recherche de bénévoles impliqués en 2024 pour la journée reconnaissance. Donc, jusqu'au 5 décembre de cette année, la population qui était invitée à honorer des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de leur communauté en proposant leur candidature pour les prix Hommage Bénévolat Québec. Ces prix permettent au gouvernement de Québec de souligner l'engagement des bénévoles qui s'impliquent pour le bien de leur communauté et de reconnaître la contribution des organismes qui, par leurs bonnes pratiques, ont suscité l'intérêt des bénévoles soutenus, leur activité et mis en avant leurs actions. C'est donc une prestigieuse marque de reconnaissance. Il y a 3 catégories. La catégorie bénévole qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus. La catégorie organisme qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif. Et la catégorie jeunes bénévoles qui souligne l'implication de bénévoles âgés entre 14 et 35 ans.
Alors, c'est la fin de notre bulletin d'information. La semaine prochaine, on parle de la nouvelle garderie qui est ouverte à Saint-Basile. Nous avons une entrevue de prévue avec, encore une fois, M. Guillaume Vézina. Alors, c'est à ne pas manquer. Et je tiens à remercier mon équipe technique, Carole Glenier au son, Tony Vézina qui est à l'aiguillage, Luc Robitaille qui est également au traitement des images. Merci à Arthur Bordelot pour son aide et à Aubert Tremblay. Merci à tous nos invités. Mon nom est Danick Julien. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.